Eva. Premier lundi du dernier mois de l'année 2017. J'espère que vous êtes bien levés. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Aujourd'hui, c'est le 4 décembre. On vous souhaite bienvenue sur votre antenne préférée pour votre matinale favorite. C'est Matin Bonheur, la matinale survitaminée. Et je ne suis pas seule, vous le savez, Marco est là, Fatim Djedji également. Bonjour Marco. Bonjour à vous, ça va bien? Super bien. Le week-end s'est bien passé? Très très bien. Bonjour Fatim, ça va Fatim? Bonjour, ça va et Ça s'est bien vous-même? passé le week-end? Oui, on ne se plaint pas. Ailleurs dans le monde, ça va bien? Ça va bien, merci. En tout cas, bonjour à tous mesdames et messieurs, merci d'être en notre compagnie. C'est un grand plaisir de vous retrouver dans le cadre de ce rendez-vous. C'est le premier rendez-vous de la semaine. La Côte d'Ivoire, vous le savez, abrite depuis quelque temps maintenant de nombreuses manifestations dignes de son rang. Après donc l'Africa Web Festival, après bien sûr le forum UAUE. Ce matin déjà, on a des milliers de personnes qui sont à Abidjan dans le cadre de l'ICASA, une grande et importante réunion dans le cadre de la lutte contre le sida. On va parler prévention, on va parler accès aux soins et ce sera du côté du Sofitel. C'est dire que le pays bouge comme notre conducteur qui va s'adapter à ce premier lundi du dernier mois de l'année. Et nous commençons tout de suite avec la titrologie. Rebonjour Eva, rebonjour Marcelin, bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver en ce lundi 4 décembre 2017. Tout de suite, les titres de vos journaux. Et on va démarrer avec Fraternité Matin qui revient donc sur le fameux sommet du 29 et 30 novembre dernier à Abidjan et parle d'un nouveau partenariat autour de 4 priorités. Et l'autre sujet, eh bien, on apprend que le métro d'Abidjan a commencé ses travaux. On change de sujet cette fois-ci avec la une de l'Inter qui va s'afficher et qui titre « Un ex-compagnon de IB se signale des confidences sur l'ex-sergent-chef », ce qu'il dit de Gbagbo, Ouattara et Soro 7 ans après la crise post-électorale. À la une de Notre Voix maintenant, les mots de Pascal Afine-Guessant. Il faut enterrer le tribalisme, dit-il, dans le cadre d'une visite dans l'ouest du pays. Et au sujet du sommet UAUE, on apprend que Francine Mouyamba, représentante des jeunes panafricains, nous dit ne pas être satisfaite du sommet. On poursuit avec les hebdomadaires cette fois-ci. Allopolis revient sur la situation des migrants. Un rescapé ivoirien revenu de l'enfer libyen témoigne et nous dit « J'ai été acheté 250 000 francs, puis revendu 500 000 francs CFA à mes parents ». Votre hebdomadaire humoristique aussi va apparaître et s'intéresse cette fois-ci à l'infidélité. On voit une dame qui rentre visiblement dans sa chambre et dit à son mari « Chérie, le voisin trompe sa femme, on vient de le prendre en flagrant délit. Heureusement que Dieu m'a donné un bon mari. » À quoi il répond « Ah bon ?» Un peu surpris et vous voyez bien sûr que sa maîtresse qui est cachée sous le lit. D'où ce titre « L'homme fidèle est celui qu'on n'a pas encore attrapé ». Courage mesdames. Allez, on va finir sur une note sportive avec cette magnifique une du journal L'Équipe. Et oui, vous allez, les fans du PSG, sortir vos mouchoirs. À eux l'exploit, on parle bien sûr de Strasbourg. Les Alsaciens ont battu 2-1 le Paris Saint-Germain. Allez, ne pleurez pas Marcelin. On se retrouve tout à l'heure pour le détail des articles. Très bien, ce sera donc après le journal télévisé, le premier donc de la journée sur votre chaîne préférée. Lundi 4 décembre, on l'a dit, 338e jour de l'année. Et oui, plus que quelques 2-3 semaines avant la nouvelle année. J'espère que vous êtes en de très bonnes conditions pour finir, déjà achever cette année correctement et puis démarrer la nouvelle l'année dernière. Vous le savez, pour la nouvelle saison du Matin Bonheur qui démarrait, il était question de se fixer des objectifs pour cette année. Alors là, il est temps de faire le bilan. Est-ce que vous avez réussi à atteindre vos objectifs? Sinon, pourquoi? Il faut faire tout simplement voilà, le bilan et puis peut-être changer d'axe, sûrement changer d'axe parce qu'on dit à faire les mêmes choses, on a toujours les mêmes résultats. Donc, il faudra réajuster le tir. Et vous, quel est votre bilan à brûle pour point? Il est positif. Oui, quand super on voit, positif. quand Voilà. on voit, ouais. Il a été surprenant, mais bon. Pourquoi vous changez de bilan? Surprenant, mais de très bon augure. Alors aujourd'hui, c'est la fête des Barbara. Vous en connaissez, Marco? Oui, Barbara, c'est un très joli prénom. Un amour de sœur. Ah, super. Donc, bonne fête à toutes celles qui se prénomment Barbara. Et puis aujourd'hui, on a un anniversaire spécial à fêter. Marco, vous me direz ce que vous en pensez. Le 4 décembre 1977, Jean Bédel Bokassa, donc
alors président de la République centrafricaine, se proclamait empereur avec une cérémonie des plus fastueuses copiée sur le sacre de Napoléon avec des tonnes d'invités. Vous vous souvenez des chevaux qui n'ont pas supporté la chaleur, qui se sont tous écroulés les uns après les autres. Bon, voilà, ça c'est des souvenirs d'Afrique. On espère qu'on n'aura plus à assister à de telles scènes. Ce que je vous propose pour l'heure, c'est de faire un tour du côté de la gym. Mais non, on ne retrouve pas le coach Fabrice aujourd'hui, mais une dame dans Matin Bonheur. C'est nouveau, elle s'appelle Carl Kadi. Bonjour Eva, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs de Matin Bonheur. Bienvenue à votre émission de sport avec Coach Kadi et toute l'équipe. Alors, je vais remplacer Coach Fabrice toute cette semaine et je vais vous faire une introduction à ce qu'on appelle la Strong by Zumba. Alors, la Strong by Zumba, c'est un ensemble d'exercices rythmés basés sur de la musique. Alors, ce n'est pas de la danse, contrairement à la Zumba. C'est un ensemble d'exercices de renforcement musculaire pour travailler le corps au complet, brûler un maximum de calories avec une certaine intensité. Donc aujourd'hui, on va passer à travers l'échauffement et au fur et à mesure que la semaine avance, on va bâtir tranquillement nos chorégraphies en rentrant des exercices un peu plus difficiles. Alors si tout le monde est prêt, on va partir. On va commencer tranquillement. Rotation des épaules vers l'arrière. On prend le temps de respirer, rotation du bassin. On pense à garder les épaules en bas. On pense à garder les abdos contractés. On allonge le bras vers l'avant, pousse. Bras au-dessus de la tête. Et bras en avant. Au-dessus de la tête. Les deux bras en haut et on tourne. Tourne. On revient, bras en haut, bloc. On continue. Bloc en bas. Pousse, pousse, pousse. Rotation des bras vers l'avant. Hop. Encore. On se réveille tout doucement. Rotation de l'autre côté. On tourne et on lève les bras. Excellent tout le monde et on marche, marche. On va partir, genoux dans la poitrine, abdos. 4, 3, let's go. Et on change. Encore. Petit squat, jambes écartées, on descend tout doucement. Genoux dans la poitrine. On revient, petit squat dans le milieu. On va faire la même chose de l'autre côté. Et on change. Ah. Et on revient, genou, une jambe en arrière. Arrière. On pense à garder les bras toujours tendus. Et surtout, on n'oublie pas de respirer. On se réveille en douceur. Rotation, on ouvre et on descend. Encore. Talons aux fesses, on respire. Alors, on reste, squat, on descend tout doucement et on remonte. Encore une fois, on descend.
Et on remonte. Genou, jambe arrière, jambe gauche. Et c'est parti. Encore. Rotation. Et on marche. Excellent tout le monde. On respire, on récupère. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis et on se revoit demain pour continuer nos entraînements. Voilà, merci à Karl Kadi. C'est nouveau, ça fait plaisir. Hein. Et puis, ça nous permet de nous plonger déjà dans la frénésie des fêtes, hein, la Zumba. Vous êtes très Zumba, hein, vous savez. Jamais essayez-vous? Jamais essayé. Un peu, essayez un peu. Je veux vous aider. Ouais, je veux bien. Je vais vous montrer. Ouais, je veux on va bien. trouver un endroit à partir de 22 h et je vais tout vous montrer. Mais oui, c'est la nuit. Voilà, c'est la nuit qu'on a le temps. Les salles sont fermées. Non, on va ouvrir une salle spécialement Marco. pour nous. Alors, aujourd'hui, nous sommes bien sûr le lundi 4 novembre 2017. C'est l'anniversaire donc de personnalité, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. On va commencer par souhaiter un joyeux anniversaire à la responsable du service maquillage, Madame So Yeli. Voilà, ravissante. Elle prend un an de plus, mais elle demeure toujours belle et toujours attentionnée. Également, l'anniversaire d'un des hommes les plus riches du monde. Eva sera d'accord avec moi, Jay-Z, né en 1969. Je suis plus fan de sa femme Oui. que de lui-même. Hein. Cela dit en Oui, passant. il y a un an de plus aujourd'hui. Et j'imagine le cadeau d'anniversaire de sa Beyoncé de femme. Et puis, Tyra Banks, bien connue dans le milieu du mannequinat, de tout ce qui est mode aux États-Unis, a un an de plus. Elle est née en 1973. Et puis, sportivement parlant, Monsieur Sergei Boubka, oui, l'un des recordmen du saut à la perche, parce qu'il allait jusqu'à 6,10 m normalement. C'est son anniversaire, il est né en 1963. Eva, est-ce que vous avez mangé ce matin? Vous êtes en train de manger? Oui, à peine eu le temps de déguster une belle petite madeleine. On dit Alors, merci à Diane Siama d'ailleurs. Merci à la chargée de production. Allez, le jingle et on se plonge tout de suite dans les méandres, dans les douceurs du petit-déj. Et on va démarrer avec un petit déj qui nous rappelle notre enfance, qui fleure bon, la sortie de l'école, c'est tout simplement le pain. Ah là là là, c'est pas celui-là, voilà. Le pain condiment, le fameux pain condiment en Côte d'Ivoire, en tout cas on l'appelle comme ça, c'est du pain avec des condiments, vous l'aurez compris, divers et variés. Là je distingue pêle-mêle des Vous arrivez oignons. à distinguer quelque chose de Oui, Eva? des oignons, Ça, c'est la des faim qui fait ça. tomates, une petite pâte de tomates et puis d'autres ingrédients hein, qui sont sûrement délicieux, accompagnés d'un verre de jus de fruits. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Allez, qu'est-ce qu'on a en plus encore après le pain condiment? On a bien sûr, on a une autre image, s'il vous plaît. Oui, ça c'est simple, hein, du pain avec du lait. Qui n'a jamais fait ça dans son enfance? Qui n'a jamais piqué le lait dans le réfrigérateur et fait ça, surtout loin des regards des parents? Parce que quand les parents sont là, ils vous diront « Attention, trop de lait, c'est pas bon pour la santé, c'est trop sucré. » Tu penses qu'on ramasse le lait, là? Tu penses qu'on ramasse l'argent? Je pense qu'on ramasse l'argent pour finir. Et il y en a qui ajoutent du beurre, Marco. Oui. À cela, moi, j'ai jamais testé juste le pain, le lait comme ça. Oui, mais... Mais tout le monde a fait ça et c'est très bon. C'est vrai, c'est très bon. Mais bon, il faut garder quand même certaines proportions. C'est trop sucré. Dernière image. Oui, on va passer à quelque chose de beaucoup plus consistant avec tous les animaux terrestres qu'on peut voir. Donc la mer est représentée avec les crabes, la terre représentée avec les de la nourriture. Ah là 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 là, donc c'est du placali à la sauce copée. Et ça, le matin, franchement, je vous dis pas, surtout le crabe là qui est langoureusement étalé sur la crabette. Wow. Ça donne envie. Et puis, il faut dire que, mesdames et messieurs, ce repas est officiellement, éminemment reconnu par toute la communauté BT, Baoulé, Guéré, et bref, par l'ONU. Parce que franchement, c'est un repas qui mériterait d'être inscrit dans le patrimoine culturel de l'UNESCO. Exactement. Vraiment, et on rappelle que la sauce copée, c'est de la sauce...
À base de gombo, hein. Gombo frais découpé. Il ne faut pas que je me trompe, c'est bien ça. Et c'est light, hein. C'est light. Oui, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas lourd, hein. C'est pas lourd. Ça se laisse manger et puis bonne digestion. Digeste. Avec un breuvage. Et ça se mange à toute heure d'ailleurs. On peut s'en servir comme petit-déj, comme on voit ce matin, mais à midi, ça passe également. Le soir, pourquoi pas. Je connais un endroit non loin de la RTI. Je connais un endroit non loin de la RTI où on a des réductions, Eva et moi. Exactement. Et vraiment, ça nous fait du bien. Marco, Anassé, tu me sens. Certains médecins recommandent de ne pas trop mélanger les protéines. Hein. Donc, notamment quand vous faites une sauce, que vous mettez du poisson, il ne faut mettre que du poisson. Quand vous mettez de la viande, que de la viande. Quand vous mettez des produits donc, de la mer, donc crabes, crevettes, etc. Que ça. Nous, on aime bien les mélanges. Quand c'est bien consistant, il y a de tout. Et quand ça respecte le ventre aussi, parfois. Plots, il y a tout, en fait. Et franchement... Mais certains recommandent, certains médecins recommandent, par exemple, si vous avez une soupe, c'est préférable de garder, si c'est de l'escargot, que de l'escargot. Si c'est du poisson, que du poisson. Que quand il y a du mélange, parfois ça peut fatiguer le ventre, c'est ce qu'on dit. Mais bon, c'est tellement bon que parfois... Question de goût, quand tout est mélangé, franchement, ça donne une saveur tellement particulière. Ça donne une saveur particulière. Là, je vois qu'il va faire. Là, c'est clair, la fin. C'est vrai que ça aiguise mon appétit de très beau matin, c'est de bon augure. Allez, n'oubliez pas que oui, nous sommes actuellement au niveau des images pour pour la nourriture, pour les petits-déj. Mais n'oubliez pas, hein, Noël approchant, vous pouvez nous envoyer les photos de vos décorations par rapport au sapin. Et puis nous sommes en 2017. Maintenant, ce n'est plus seulement le sapin. Le sapin, il y a le bonhomme de neige, il y a les traîneaux, il y a un peu de tout et à toutes les bourses hein, pour faire de ce moment un moment de rêve pour toute la famille. Exactement, on peut même aller plus loin et partager avec nous les cadeaux de Noël de vos enfants. Bien évidemment, vous n'allez pas les nommer, hein, vous allez juste partager les cadeaux et donc l'âge et le sexe de l'enfant. Peut-être pour inspirer d'autres parents, il ne faudrait pas tuer la surprise déjà à la télévision. Donc on peut avoir une poupée par exemple pour votre fille de 4 ans, etc. Ou des cadeaux plus originaux hein, si vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, Marco, il y a beaucoup de faits main. On fabrique beaucoup de cadeaux pour les enfants, même pour les décorations de Noël, il y a beaucoup de choses qu'on fait maintenant de nos propres mains et ça peut inspirer, pourquoi pas, donc partager tout cela avec nous sur nos différents réseaux sociaux. Et puis, qu'est-ce que vous pensez, Eva, de certains parents qui préparent l'esprit des enfants aux cadeaux oui, venez, on va faire une visite. Et puis, pendant qu'il y a la visite, ça nous arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde, hein, aux neveux, aux enfants. On va dans un supermarché, dans un endroit où on vend des cadeaux et on essaie de tester leur réaction à certaines choses. Et après, on passe par derrière et on vient prendre les cadeaux. Ça, c'est une bonne... Ah oui, ça, je retiendrai. C'est une bonne attitude. Et puis dans le choix du cadeau, il ne faut pas chercher forcément à impressionner les enfants. Les enfants sentent l'amour qu'on a pour eux, quel que soit le cadeau qu'on offre. Quand il est donné avec beaucoup d'amour, eh bien, croyez-moi, ça réjaillit sur les enfants et ils sont tout simplement contents. Et il faut voir également les centres d'intérêt des enfants hein, pour offrir des cadeaux. Il faut connaître déjà son enfant. Un enfant qui est passionné de sport, par exemple de football, on peut lui offrir un beau ballon, un beau maillot. Ça ne fera qu'attiser donc son intérêt pour ce sport. Pour une fille, par exemple, qui aime lire. Moi, quoi qu'on dise, moi je trouve que des livres, ce sont de très beaux cadeaux. Il y a différentes écoles là-dessus. On estime qu'on n'offre pas Allez expliquer ça aux enfants. Voilà, parce que ce ne serait pas assez ludique, etc. Et que c'est trop... Non, mais si vous devez offrir des livres aux enfants, c'est qu'il faut le préparer à ça. C'est-à-dire que depuis, vous savez qu'il y a l'amour, on aime lire, tout ça. Voilà quoi, il faut préparer ça. Même si vous n'avez jamais donné de livre à votre enfant et le jour du cadeau, vous lui donnez, là ça fait une belle collection de livres, ça peut toujours plaire. Et puis à tout âge, en plus c'est des cadeaux qui conviennent à tout âge. Il y a des livres pour tous les âges. À partir de 2 ans même, il y a des livres animés avec de belles images. Jusqu'à X âge, c'est des cadeaux qui sont indémodables et finalement qui, bien conservés, se gardent toute la vie. Donc n'hésitez pas à offrir également des cadeaux, des livres pardon, aux enfants. Et puis, mesdames et messieurs, dans quelques instants seulement, on va parler sport avec Patrick Guité qui vient d'entrer dans ce studio. Avec lui, nous allons parler de taekwondo, la finale du Grand Prix 2017, de boxe, de cyclisme, de football. Et puis, on aura l'image de la semaine. C'est avec Patrick Guité qui est en train de s'installer dans ce studio. Je rappelle qu'au niveau de la thématique aujourd'hui, à Matin Bonheur, nous allons parler donc de champignons. Oui, les champignons. Et on verra si la culture du champignon est une opportunité d'affaires. Voilà, la consommation de champignons, croyez-moi, on découvre des choses magnifiques. C'est très appétissant, c'est très, très bon
pour la santé. Il va y avoir du sport sur RTI 1 à Matin Bonheur. Vous êtes bien sûr en l'émission la plus fun, la plus cool des matinales d'Afrique de l'Ouest francophone. Et nous allons passer maintenant au sport. Je rappelle que cette émission est réalisée par Christelle Akoussa. On y va pour le sport maintenant. Bonjour Patrick. Bonjour Pat. Bien réveillé ce matin? Très bien réveillé. Alors, beaucoup de choses au menu, on dira sportif ce matin. Mais on va démarrer avec Chèque en or, comme il se fait appeler, Cissé Cheikh Salah, qui fait briller encore une fois du taekwondo ivoirien et la Côte d'Ivoire à l'international. Bien entendu, un chèque en or, vous l'avez dit ainsi, le samedi dernier, donc dans le cadre de la finale des Grands Prix de taekwondo, eh bien Cissé Cheikh Salah a enlevé la médaille d'or dans la catégorie des moins de 80 kilos. Ça n'a pas été facile déjà en demi-finale. Ça a été très difficile face à l'Ouzbek Nikita Rafalovic. L'Ivoirien a battu donc... On a croisé les doigts. Hein. Oui, on a croisé les doigts au Palais des Sports de Treichville. 18-11. Un score assez serré en matière de taekwondo. Et puis en finale, c'était face au Russe Maxime Krakov. Eh bien, Cissé Cheikh Salah avait perdu le premier round sur le score de 8-3. Et puis après, il s'est réveillé pour battre son adversaire sur le score de 33-28. Cissé Cheikh Salah se hisse, on va dire, au sommet de cette finale des Grands Prix au niveau des moins de 80 kilos. Et puis Gbagbi est toujours là, on the place to be, toujours là, présente au grand rendez-vous. Gbagbi en bronze. Gbagbi en bronze, on retrouve donc notre tireuse des moins de 67 kilos au niveau des dames. Elle s'est battue comme elle pouvait et en demi-finale, elle a été battue par la chinoise, Yuan Fei Go. Ben, il faut bien... Vous avez des circonstances à tenir. Il faut pouvoir bien prononcer ce nom. Elle avait déjà rencontré la chinoise lors du Grand Prix de Moscou. Elle avait battu. Et après avoir étudié notre Ivoirienne, bien la chinoise a battu Ruth Gbagbi qui s'est reprise lors de la petite finale face, on va dire, à l'américaine Paige McPherson. Score 14-9, Gbagbi médaillé de bronze. On retrouve donc le même plateau, le même tableau de performance des Ivoiriens que lors des JO 2016 où Cissé Cheikh Salah avait remporté la médaille d'or. Et Ruth Gbagbi médaillé de bronze. Il faut dire que la douzaine d'athlètes, des représentants ivoiriens, sur les 12 athlètes, on va dire que seulement Ruth Gbagbi et Cissé Cheikh Salah ont décroché une médaille. Encore félicitations à nos champions. On passe à la boxe à présent? Oui, on quitte le tableau heureux donc, de taekwondo avec des médailles pour plonger dans une crise puisque la Fédération ivoirienne de boxe est en pleine crise. Certains clubs se sont réunis le 27 novembre dernier pour destituer le général président Soumaoro Gaussou. Et bien entendu, ils ont mis en place un comité ad hoc pour gérer la transition. Et vous savez que Soumaoro Gaussou était très malade. Il est sorti de son lit, sorti de son silence le samedi dernier lors d'une conférence de presse où il a profité pour indiquer au public sportif ivoirien qu'il était de retour aux affaires et qu'il ne fallait nullement écouter les oiseaux de mauvais augure. Il entend rencontrer le ministre des Sports pour échanger sur cette crise qui ternit l'image de la boxe ivoirienne en local et en international. Allez, quelque chose de plus reluisant maintenant. On va parler de victoire, de boxe, mais cette fois sur le ring. 33e victoire de Michel Soro, le Français d'origine ivoirienne. Oui, le franco-ivoirien, on va le dire, 33e victoire. On va dire que la crise ivoirienne, la crise au niveau de la boxe ivoirienne n'a pas déteint sur les performances de notre représentant le samedi dernier, dans la nuit du samedi dernier. Eh bien, Michel Soro a enregistré sa 33e victoire face à l'Argentin Hector Saldivia, une victoire par KO. Après la 3e reprise, c'est un remake, on va dire, ce combat-là. Et Michel Soro est venu encore une fois à bout de l'Argentin. Bonne chance à lui pour, on va dire, les différents autres combats qui vont l'emmener au sommet de la catégorie des super welter. Cyclisme à présent avec une assemblée générale élective. Oui, l'assemblée générale élective, c'est pour le 17 décembre prochain. Et déjà, sur les 20 clubs votants, 15 ont décidé d'apporter leur soutien au président sortant, M. Alla Kwame Jean-Marie, le samedi dernier, dans le cadre d'une motion de soutien. Ces 15 clubs-là ont affiché déjà les couleurs. Ils ont décidé d'accompagner M. Alla Kwame dans sa politique de développement du cyclisme ivoirien.
Alors, le 17 décembre prochain, il y aura un seul adversaire en face de Ala Kwame et Jean-Marie. Il s'agit du président de l'ATS de Yopougon. Il se nomme Kofi Bagny. Donc, le 17 décembre prochain, on connaîtra le nouveau président de la Fédération ivoirienne de cyclisme. Par contre, on connaît déjà les poules au niveau du Mondial 2018 et là, les Africains sont également fixés. Oui, les Africains sont fixés lors de la cérémonie de tirage au sort qui s'est déroulée le 1er décembre dernier à Moscou, en Russie. La Russie qui va accueillir donc cette 21e édition de la FIFA Coupe du Monde. Malheureusement, les éléphants de Côte d'Ivoire ne se sont pas qualifiés et donc dans le groupe... dans le groupe A, vous aurez... pas le couteau dans la plaie, s'il vous plaît. Oui, bien entendu, mais lorsque j'évoquerai par exemple le Maroc, eh bien, vous aurez en quelque peu mal dans le groupe B. Le Maroc sera aux prises avec le Portugal, l'Espagne et l'Iran. Et d'abord dans le groupe A, vous aurez la Russie, l'Uruguay, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Dans le groupe D, l'Argentine, la Croatie, l'Islande et le Nigeria. Le Nigeria qui retrouve donc l'Argentine dans son groupe. Dans le groupe G, la Belgique, l'Angleterre et le Panama seront les adversaires de la Tunisie. Et puis dans le groupe H, la Pologne, la Colombie et le Japon, adversaires du Sénégal pour le reste donc du tirage. Dans le groupe C, la France avec le Pérou, le Danemark et l'Australie. Et puis dans le groupe E, le Brésil de Neymar sera aux prises avec la Suisse, le Costa Rica et la Serbie. Et puis l'Allemagne, grand favori, sera face au Mexique, la Suède, la Corée du Sud dans le groupe F. À noter que le match d'ouverture, c'est pour le 14 juin 2018 prochain. Et bien, cette rencontre d'ouverture opposant la Russie à l'Arabie Saoudite, ça sera à 18h local au stade de Loujninki, un stade qui parle aux Ivoiriens, puisqu'en 2008-2009, lors de la finale de l'UEFA Ligue des Champions, eh bien, Chelsea tombait face à Manchester United, Chelsea de Didier Drogba, qui avait coupé d'un carton rouge. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. On sommes obligés. Merci, hein, on a eu beaucoup de choses dans quelques instants. Dans quelques minutes à peine, on retrouve Fatim Djedje pour la revue de presse complète. Hein. Vous retrouverez les articles qu'elle a évoqués pendant la titrologie. Merci beaucoup. Beaucoup de choses ont agité notre planète sportive. On va encore une fois féliciter nos champions, Cissé Cheick et Baguirut. Comme quoi, en ce moment... Le Cheick en or et le Gbagui en bronze. Ouais, en ce moment, les éléphants qui nous font le plus honneur ne sont pas forcément les footballeurs. Et c'est pas plus mal. On salue également Marie-Josée Talou, notre championne adorée qui avait ouvert notre saison de Matin Bonheur. Elle est installée, elle est prête. Fatim Djedje, revue de presse, c'est parti. Aux Ivoiriens qui ont marqué ce week-end en championnat de France. Allez, revue de presse. Selon Fraternité Matin, le sommet UEUA est une réussite. Et oui, dans son éditorial, Venance Conan affirme que nous avions, à raison, douté de notre propre capacité finalement à organiser un tel événement. Certains ont même raillé les décisions prises par le gouvernement, notamment repeindre les voies et les bâtiments. Tout était sujet de moquerie sur les réseaux sociaux, devenu un véritable exutoire. Et selon Venance Conan, les contenteurs du pouvoir vont devoir admettre que le gouvernement a réussi son pari. Au final, les monstrueux embouteillages que nous craignons tous n'ont pas eu lieu, ni les attentats que nous redoutions. Les autres sont repartis sains et saufs et satisfaits. Du moins, pas totalement, en croire notre voix. Selon Francine Nouyumba, présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, elle se dit satisfaite à 60%. En ce qui concerne la question des migrants en Libye, il y a eu quelques décisions. Les dirigeants ont décidé de mettre en place un comité qui sera constitué de représentants de l'Union européenne et de l'Union africaine pour gérer la crise migratoire. Cependant, je la cite, « Nous ne sommes pas satisfaits avec l'engagement sur la jeunesse. Ils n'ont rien dit sur le nombre d'emplois qui sera créé, l'investissement ou le montant qui sera mobilisé pour financer le projet d'entrepreneuriat de la jeunesse africaine. » Un trafic de jeunes joueurs de football ivoirien, c'est en Italie. Et oui, la police italienne a annoncé vendredi l'arrestation de 3 personnes, un Italien et 2 Ivoiriens, qui faisaient entrer illégalement des jeunes joueurs ivoiriens en Italie. Grâce à des faux documents, ces 3 personnes ont fait venir au moins 5 mineurs, dont Hassan Noukouri, dont vous allez voir apparaître le portrait à l'écran dans un tweet. Aujourd'hui, âgé de 21 ans, milieu de l'Inter Milan, prêté il y a 1 an à l'Udinese, le chef du réseau est un Italien de 32 ans, nous dit l'article, qui repérait des jeunes talents ivoiriens et trouvait en Italie d'autres Ivoiriens en situation régulière, acceptant de se faire passer pour les parents du mineur.
Et puis, qu'est-ce que ça donne, Fatim, une semaine dans le monde en images? Eh bien, c'est parti. C'est grâce à Courrier International au Zimbabwe. Souvenez-vous, le 24 novembre dernier, Emerson Mnangagwa est devenu le président par intérim après le coup de force des militaires et la démission de Robert Mugabe. On part maintenant au Burkina Faso pour le discours d'Emmanuel Macron lors de l'inauguration d'une centrale électrique solaire près de Ouagadougou, qui est la plus grande d'Afrique de l'Ouest. C'était lors de la tournée africaine du président français. Au Yémen, le 30 novembre dernier, plusieurs millions de personnes ont défilé dans la capitale pour célébrer l'anniversaire du prophète. La veille, la ville a connu des affrontements meurtriers entre houthis et partisans du président yéménite Adrabo Mansour Hadi, près de la grande mosquée de Salé. Et on part au Honduras maintenant. Les partisans du candidat de l'élection présidentielle Salvador Nasrallah manifestent devant le tribunal suprême électoral. Ce n'est pas cette photo. Cette photo, c'est Rangoon, en Birmanie, où on voit donc ces femmes catholiques qui attendent le pape François pour la célébration de la messe dans la cathédrale de l'Immaculée Conception. Lors de sa visite, le souverain pontife a aussi rencontré le chef du gouvernement Aung San Suu Kyi. Et on finit avec une image insolite. J'espère que ce sera la bonne, vous allez voir. Et oui, c'est celle-ci. On est à Bidi Bidi, en Ouganda, avec Gif Santos, un danseur soudanais en pleine représentation. Il participe aux auditions de Bidibi's Got Talent, un concours de danse organisé dans ce gigantesque camp de réfugiés. Allez, on se retrouve demain pour... Merci beaucoup. Tant que ça fait vivre, ça donne de l'espoir. C'est magnifique, cette initiative. Merci, Fatim, et bonne journée à vous. Merci. Merci, Fatim. On se retrouve dans quelques instants avec Maïsako pour la première session d'information de la journée. Ce sera le journal. MTN, everywhere you go. Madame, Messieurs, bonjour. Merci de nous suivre en ce lundi. Au lever de ce jour, sur le nord, on aura des vents frais et secs alors que la visibilité sera réduite dans la bande centrale par la brume humide ou du brouillard avant que le temps y soit généralement nuageux. Le littoral et le sud forestier seront sous un ciel généralement nuageux avec par moments de larges éclaircies. Les températures au lever de ce jour, 25 degrés à Abidjan et à Diaké, 22 pour Bandoukou et Boaké, 24 degrés à Daloa et à Dimbokro, 23 pour la région du Go, 22 degrés à Korogo, Mayo-Diéné, 25 degrés à San Pedro, 24 pour Sassandra et Tabou et 25 à Yamoussoukro. Cet après-midi, le soleil dominera largement le temps sur l'ensemble du pays. Les vents secs et chauds se renforceront et atteindront la bande centrale sous un ciel faiblement nuageux et quelque peu poussiéreux. Le sud forestier et le littoral seront sous un ciel partiellement nuageux avec en fin de période le renforcement de nuages dans le sud-ouest pouvant localement donner de la pluie. On y va pour les températures prévues pour notre après-midi. 32 degrés à Abidjan et à Diaké. Bandoukou affiche 33, 34 degrés pour Boaké, 32 à Daloa, 34 à Dimbokro, 32 pour le Go, 34 degrés à Korogo, 32 degrés pour le Tompi, 34 à Odiéné, 32 degrés à San Pedro et à Sassandra, 30 pour Tabou et 33 à Yamoussoukro. Le résumé du temps de ce lundi est fait. À tous et à toutes, excellente journée. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce 6h30.
Après le sommet Union africaine-Union européenne, place à la tenue ici en Côte d'Ivoire de la 19e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. ICASA 2017 est prévu du 4 au 9 décembre prochain. Il démarre donc aujourd'hui. Ce rendez-vous a pour but d'intensifier les plaidoyers auprès des décideurs pour mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida à l'horizon 2030. Avant la tenue d'ICASA 2017 qui démarre, je le rappelle, aujourd'hui, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymond Goudou Kofi, s'est prononcé sur ces enjeux. Après la journée mondiale de lutte contre le sida, la Côte d'Ivoire va vivre ce qu'on appelle la semaine du sida, avec la 19e conférence internationale sur le sida et les IST en Afrique. C'est la deuxième fois que la Côte d'Ivoire abrite l'événement. Tenant compte de sa position stratégique en Afrique de l'Ouest et surtout du leadership du président Alassane Ouattara dans la lutte contre le VIH, la Côte d'Ivoire abrite donc ICASA 20 ans après. Notre pays servira à nouveau de plateforme pour cette 19e édition de ICASA, permettant de mieux appréhender les politiques de la riposte africaine, on appelle ça MDJ, c'est-à-dire Millennium Development Goals, et les objectifs de l'UNIDIS-SIDA de 0 nouvelle infection, 0 cas de sida, 0 décès en accord avec les initiatives 90-90-90. La Côte d'Ivoire veut assurer un véritable succès à ICASA 2017. Pour ce faire et pour assurer un véritable succès de cet événement, il a été mis en place au niveau national un comité multisectoriel de pilotage. Ce comité comprenant les représentants des différents ministères techniques clés, des agences du système des Nations Unies, les acteurs du secteur privé, les communautaires et la société civile se sont réunis afin d'assurer un succès à cette conférence. 6 jours d'échanges sur les dernières découvertes dans le domaine du sida et sur les succès dans la lutte. Dans le monde, les nouvelles infections à VIH ont diminué de 18% de 2010 à 2016, passant de 2,2 millions à 1,8 million. Les décès liés au VIH ont diminué de 48% depuis le niveau le plus élevé, qui est celui de 2005. En Afrique de l'Ouest et centrale, entre 2010 et 2016, les nouvelles infections à VIH ont diminué de 9% et le nombre de décès liés au VIH dans la région a diminué de 21%. Chez nous, en Côte d'Ivoire, une tendance très nette à la baisse de la prévalence de l'infection à VIH qui est passée de 4,7% à 3,7%, et ceci de 2005 à 2012. Les estimations situent la prévalence à environ 2,7%, et cela en 2016 selon l'ONU-SIDA. Dans le cadre de la réponse au sida, plusieurs actions sont menées par le gouvernement. L'institution de la gratuité de l'accès à la prévention, au traitement ARV et au bilan biologique VIH. La délégation du dépistage VIH aux agents communautaires et au personnel de soins non laboratoires, avec l'institution du dépistage par des tests rapides par piqûre au bout du doigt. La promulgation de la loi du 14 juillet 2014 portant prévention, protection et répression en matière de lutte contre le VIH et le sida en Côte d'Ivoire depuis 2014. L'adoption en 2017 de la directive du tester et traiter tous, qui recommande de mettre sous traitement antirétroviral toutes les personnes dépistées positives au VIH sans condition d'éligibilité et une offre de soins différenciée selon que le patient est stable ou non stable. La Côte d'Ivoire est sur la bonne voie pour mettre fin à l'épidémie du VIH-Sida d'ici 2030, selon la ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi. C'est un reportage signé Davis Oyo et Herman Guivet. Le sommet Union africaine-Union européenne a pris fin le 30 novembre dernier à Abidjan. La rencontre a permis l'approbation de plusieurs accords de financement de l'Union européenne en faveur de l'Afrique. Un investissement de plus de 230 millions d'euros, soit plus de 150 milliards de francs CFA, sera fait dans le secteur privé. Jean-Jacques Wami. 230 millions d'euros, plus de 150 milliards de francs CFA d'investissement sur le continent africain permettront d'améliorer l'accès aux microfinances,
d'accroître les investissements dans la santé, l'éducation, de favoriser la croissance des jeunes entreprises actives et de promouvoir l'inclusion financière. La Banque de l'Union européenne a signé son premier accord avec la Banque africaine d'impôt Export Aflexibank, un accord portant sur l'octroi d'une ligne de financement de 100 millions d'euros sur 7 ans, soit plus de 65 milliards de francs CFA pour faciliter les investissements et projets liés au commerce dans les 40 pays africains couverts par Aflexibank. La Banque européenne d'investissement BEI a également signé à Abidjan un nouvel engagement de 10 millions d'euros, soit 6,5 milliards de francs CFA dans Partech Africa, une nouvelle initiative visant à soutenir les jeunes entreprises innovantes axées sur les technologies, surtout le continent africain. Autre accord signé à la faveur du sommet UA-UE, le financement de 35 millions d'euros, environ 23 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire, en vue d'appuyer la modernisation des réseaux de distribution d'eau du pays. Cet engagement, pris par la BEI, vise à fournir de l'eau potable à environ 700 000 personnes en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement ont signé à Abidjan un programme de financement d'un montant de 12,8 millions d'euros, 8,3 milliards de francs CFA pour l'amélioration et la modernisation du réseau de transport et de distribution d'électricité au Sénégal. Objectif, alimenter 55 000 personnes supplémentaires en électricité en Casamance, considérée comme l'une des régions les plus pauvres et les plus touchées par la migration au Sénégal. La BEI a octroyé à Abidjan ses premiers prêts au titre du mécanisme de microfinance pour l'Afrique de l'Ouest avec 8 millions d'euros en faveur de 2 institutions de microcrédit au Sénégal et au Mali. La partie nord du continent africain n'a pas été oubliée à la faveur du 5e sommet des chefs d'État de l'Union africaine et de l'Union européenne. La BEI s'est engagée à investir jusqu'à 15 millions d'euros au profit des PME en Tunisie, au Maroc, en Algérie et en Égypte. Par ailleurs, la BEI appuiera le capital d'investissement en Éthiopie à travers un nouveau fonds de 100 millions d'euros, plus de 65,5 milliards de francs CFA, destiné à accroître les financements en faveur des entreprises implantées dans le pays et actives dans l'industrie manufacturière, les biens de consommation, l'agriculture et l'agroalimentaire, ainsi qu'à améliorer les perspectives d'emploi des personnes déplacées. Rappelons que l'Union européenne et ses États membres représentent 33% de tous les investissements étrangers réalisés à travers l'Afrique. Cette union participe à hauteur de 50% à l'aide publique au développement versée chaque année au continent africain. Nous changeons de registre, c'est reparti pour l'opération Grand Ménage. La 10e édition de cette campagne de salubrité a été lancée à Grand-Bassam par le ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Anne-Désirée Ouloto a exhorté les populations à un comportement éco-citoyen en maintenant propre leur environnement et leur cadre de vie. Grâce Kandou. Bassam. Nous sommes sur l'une des plages de cette ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO. Marius et ses amis sont à la tâche pour maintenir ce site propre qui accueille de nombreux visiteurs. Leur association fait du bénévolat. Leur mission, assainir les plages de Grand-Bassam en les débarrassant de toutes les ordures. Nous ramassons les sacs, les sachets, nous ramassons les débris laissés par la mer. Nous ramassons aussi ce que les usagers qui viennent visiter la plage laissent. C'est une façon pour nous de rendre notre environnement propre. Une action qui cadre avec la vision du gouvernement, initiateur du Grand Ménage. L'opération vient de faire escale pour sa 10e édition dans la ville historique de Grand-Bassam. Grand-Bassam, première ville touristique de Côte d'Ivoire, Grand-Bassam est condamné à être propre. Il faut faire en sorte que Grand-Bassam ait des populations en bonne santé. Nous sommes venus les encourager à poursuivre leur engagement dans cette politique Grand Ménage et nous voulons que Grand-Bassam soit la prochaine ville la plus propre de Côte d'Ivoire. Nous voulons que Grand-Bassam donne l'exemple à toute la Côte d'Ivoire. Actuellement, nous sommes donc une ville avec beaucoup de visiteurs étrangers, beaucoup de touristes. Et au-delà, il y a beaucoup de séminaires et de rencontres qui se tiennent ici à Bassam. Et donc, l'image que ces personnes qui viennent à Bassam doivent garder, c'est l'image d'une ville propre. Mouvement, association, autorité préfectorale, tous adhèrent à l'opération. Notre action est celle de pouvoir coordonner l'ensemble des activités de salubrité, de sensibiliser, d'informer
de participer à la mobilisation des ressources pour permettre de conduire ces opérations à terme. Un comité départemental de salubrité et d'hygiène a été installé. Sa mission, sensibiliser les populations aux notions de propriété, leur inculquer les bons réflexes pour un environnement propre. Parlons sport taekwondo. L'Ivoirien Cissé Cheikh Salah Junior a remporté samedi la médaille d'or à la finale des Grands Prix de taekwondo dans la catégorie des moins de 80 kg hommes. La compétition s'est déroulée au Palais des Sports à Trècheville. Cette victoire permet aux médaillés d'or des Jeux olympiques de 2016 Cissé Cheikh de se rapprocher de la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Salif Ouattara, Odalegbe. Communion totale le samedi 2 décembre entre l'international taekwondoïne Cissé Cheikh Salah Junior et le public du Palais des Sports. Après un parcours sans faute, l'Ivoirien s'est hissé sur la plus haute marche du podium face au Russe Maxime Kramtchov. En remportant la médaille d'or à la finale de tous les grands prix organisés cette saison, Cissé Cheikh élève davantage son niveau au ranking mondial. Victoire difficile car, à 2 reprises, Cissé Cheikh a été mené au score avant de rebondir victorieusement à la 3e et dernière reprise. J'aimerais remercier le président de la République et la première dame qui ont, après tous ces cadeaux aux Jeux olympiques, ils nous ont fait confiance encore en nous donnant une aide présidentielle. Et cette aide-là qui nous permet de faire tous ces résultats-là. Ce n'est pas seulement le Grand Prix final. Il y a aussi le Grand Prix de Londres où je fais médaille d'or, le Grand Prix de Rabat où je fais médaille d'or. Avec Bagbirit aussi qui est médaille de champion du monde et qui combat demain. J'aimerais inviter toute la population à la soutenir demain. Et aussi à toute la population ivoirienne, tous les jeunes qui rêvent en ce moment, mais c'est vraiment dur. Je suis un exemple palpable, ça n'a pas été facile. On a travaillé, il y a eu des moments de découragement, mais on n'a pas lâché. Et j'exhorte tous ces jeunes-là à vraiment s'armer de courage. Peu avant, le public du Palais des Sports de Trècheville avait réservé un accueil chaleureux à tous les taekwondoïnes du monde entier venus à Abidjan pour 2 grands rendez-vous mondiaux, la finale des Grands Prix et la Coupe du Monde par équipe. Dans son discours de bienvenue, le ministre des Sports et Loisirs, François-Albert Amicha, a souhaité à tous les participants un bon séjour en terre ivoirienne. L'Ivoirienne médaillée de bronze des derniers Jeux olympiques de Rio 2016, Ruth Gbagbi, a pour sa part obtenu hier une médaille de bronze dans la catégorie des moins de 67 kg, toujours pour le compte de la 4e édition des Grands Prix de taekwondo. À l'étranger, une semaine décisive s'annonce pour les négociations sur le Brexit. Le Royaume-Uni et les 27 vont décider si les conditions sont désormais remplies pour passer à la seconde phase des discussions. Theresa May est attendue ce lundi à Bruxelles pour rencontrer le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, et le négociateur Michel Barnier pour formuler des propositions concrètes sur 3 questions, la frontière irlandaise, la facture du divorce et le statut des expatriés. Si des progrès suffisants ont été réalisés alors que les États membres pourraient entériner un accord dès le Conseil européen des 14 et 15 décembre. Le président socialiste vénézuélien Nicolás Maduro a annoncé hier la création du Petro. Cette monnaie virtuelle sera basée sur les réserves de pétrole du pays pour lutter contre le blocus financier, je cite, des États-Unis. Plus loin, la Corse est en route vers une plus grande autonomie. Les nationalistes menés par Gilles Simeoni et Jean Tanguy Talamouni sont arrivés très largement en tête du premier tour des élections territoriales. Ce scrutin a été marqué par une forte abstention. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci beaucoup, Maï. Merci On vous retrouve à demain, oui. Toujours sur ce même plateau. Toujours et pour d'autres pans de l'information. Pourquoi pas, oui. Toujours. Merci beaucoup. La ravissante est très, très belle. Maïs, ça ne soyez pas jalouse, Eva. Vous êtes ma préférée. Oh, non. Je sais qu'elle est magnifique. Il est 6h44 partout en Côte d'Ivoire. Merci d'être avec nous. C'est Matin Bonheur, premier rendez-vous de la semaine. Et on est très, très heureux d'accueillir le retour de notre sœur, de notre consoeur, de notre partenaire du matin, Gabrielle Zani, dans le cadre de Instant... Comment ça s'appelle déjà? Instant Vérité. Voilà, je voulais qu'on dise ensemble. Là où on dit tout et là où les questions pleuvent comme ça. Gabrielle Zani, aujourd'hui, le premier invité de cette saison en Côte d'Ivoire. On dit le premier, mais bon, on va rester sérieux. Monsieur Macky Dembélé,
président du programme de décentralisation des universités. Le thème, la décentralisation des universités. Quel impact? Gabriel Zani, c'est à vous. Eva et Marco, je suis heureuse donc de vous retrouver. Alors mesdames et messieurs, bonjour à tous. Ça fait beaucoup de plaisir aussi que je vous retrouve dans Instant Vérité et bien évidemment dans Matin Bonheur. Alors, chaque année, environ 100 000 nouveaux bacheliers doivent s'inscrire et se former dans les universités publiques de Côte d'Ivoire. Mais problème, la capacité d'accueil des universités reste largement insuffisante. En termes d'infrastructures, les amphithéâtres, les stades de TD, l'hébergement. Alors que faire? Le gouvernement a donc mis en place le PDU pour accélérer le développement des investissements dans les universités. Alors question, qu'est-ce que le PDU? Que fait-il exactement? Quel est son bilan après 3 ans d'exercice d'activité de réhabilitation et de construction des universités? Mesdames et messieurs, nous recevons sur le plateau de Instant Vérité Dambélé Maki. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous êtes le coordonnateur du PDU, le programme de décentralisation des universités. Monsieur Dambélé Maki, alors c'est quoi le PDU? Qu'est-ce que c'est? Le programme de décentralisation des universités est un organe créé par le gouvernement, comme vous venez de le dire, pour amplifier la problématique des investissements en milieu universitaire. Vous venez de le dire, chaque année, notre pays connaît environ 100 000 nouveaux bacheliers. Ce que vous avez omis de dire, c'est qu'une grande partie de cette cohorte annuelle est accueillie dans les universités privées. Mais l'État a le devoir lui-même de s'organiser pour faire face à cette massification des universités et notamment en déconcentrant l'université de Cocody. Dans la première phase de notre activité, il nous a été confié de développer les universités de Mans, qui a ouvert l'année dernière avec 500 étudiants environ, accroître les capacités à l'université de Cocody et à l'université de Korogo et de Daloa, et d'ouvrir de nouvelles universités, notamment à San Pedro et à Bondoukou. En termes de bilan, vous pouvez déjà noter que la semaine dernière, M. le Premier ministre lui-même a annoncé le début des travaux à Bondoukou. Ça veut dire qu'il a fallu faire un travail de préparation pour solliciter les bailleurs de fonds, les acteurs privés, afin de s'intéresser à cette activité qui, comme vous le savez encore une fois, est une activité de type social, donc pas de rentabilité financière, donc très peu d'intérêt pour les privés. D'accord. Alors, vous réhabilitez les universités, vous construisez d'autres universités. On va lever un coin de voile tout de suite. Quand vous avez fini de construire les universités, qui assure la maintenance? C'est vous? Alors, ce qu'il faut dire dès à présent, c'est que nous ne construisons pas une université de capacité 20 000 étudiants en une seule tranche. C'est un programme qui se fait par tranches successives. Et dès que l'université est ouverte, avant même que l'université soit fonctionnelle, avec les dispositions prises par le ministère de l'Enseignement supérieur, une autorité académique est nommée, de sorte que celle-ci accompagne l'université déjà dans sa mise en place. Notamment les équipements scientifiques, les équipements didactiques sont décrits et conseillés par les autorités universitaires nommées. Donc, je termine. Dès que la première tranche des universités est terminée, les clés sont remises à l'autorité universitaire pour prendre en charge la maintenance. Évidemment, nous sommes un acteur essentiel qui continue d'accompagner les universitaires dans la gestion, dans le fonctionnement de l'université dans les premières années. Dans le fonctionnement, quel type de fonctionnement? Dans l'entretien et dans la maintenance des installations qui ont été donc livrées à l'université. D'accord, donc vous assurez une partie de la maintenance? Tout à fait, nous suivons la maintenance, nous suivons l'entretien, mais sous la responsabilité de l'autorité académique qui a été nommée. D'accord. Alors, quelles sont les régions qui ont été choisies pour la décentralisation des universités? Je veux dire, en termes de les critères de choix des régions. Cela répond à quelle politique? Alors, c'est une politique nationale. Ce sont des choix qui ont été faits au niveau de la communauté universitaire dans son ensemble. En 2012, il y a eu une étude qui a été faite et qui a réuni un grand atelier auquel a participé l'ensemble des acteurs du système. Pour vous dire, chaque université a une thématique principale de formation. Par exemple, à Mans, on va enseigner les mines, la géologie et les matériaux. Donc,
toute jeune élève qui se trouve en seconde actuellement à Mans, si c'est sa vocation, il sait qu'il n'aura pas à venir à Abidjan pour faire ses études universitaires, il pourra le faire sur place à Mans. Ce qui augmente les chances de succès pour la jeunesse ivoirienne, où qu'elle soit sur le territoire national. Si vous prenez par exemple à Korogo, la thématique principale de formation sera l'agro-pastoral. À Daloa, c'est l'agroforesterie. À San Pedro, ça va être le génie civil, la construction navale, les ressources halieutiques. D'accord. À Bondoukou, ça sera les arts, l'architecture, etc. Bien. Alors, combien d'universités vous avez réhabilitées depuis que vous avez en charge le PDU? Nous faisons des extensions des universités. Les réhabilitations ont été faites, comme vous le savez, juste après la crise, parce que l'ensemble des infrastructures avait été saccagé. Donc, nous avons été mis en place après cette phase de réhabilitation. Et maintenant, nous procédons à l'amplification et à l'extension de ces universités. Donc, combien d'universités, je repose la question, que vous avez aidé à je vais dire, s'étendre? Il y a Korogo, il y a Daloa, sur lesquels on a réalisé des bâtiments de TP, des amphithéâtres qui sont mis en fonctionnement dès que c'est terminé. Et aujourd'hui, nous terminons les hébergements à Korogo, nous terminons les hébergements à Mans. Mais d'ores et déjà, ce que je peux vous dire, l'université de Mans a ouvert l'année dernière avec environ 500 étudiants. Cette année, ce seront environ 1000 étudiants qui seront affectés dans cette université. Et nous avons pris les dispositions pour que la cuisine soit fonctionnelle dès le mois de décembre. Pas le mois d'octobre? Non, il y a eu un dérapage. C'était le mois d'octobre. C'était prévu au mois d'octobre, oui. Mais il y a eu un dérapage, comme vous le savez. Ce sont des entreprises qui commandent des matériaux et des matériels à l'étranger. Mais, comme vous avez vu les images tout à l'heure, nous avons fait fonctionner les cuisines qui marchent. Et donc, il appartient à l'université d'assurer la restauration des étudiants. À quel rythme, moi je veux savoir à quel rythme allez-vous réhabiliter ou reconstruire ces universités? Est-ce que cela va se faire en 2 ans, en 3 ans? Quel sera le rythme? Alors, votre question est très intéressante parce que ça relève de la programmation. Ce que nous avons fait pour rendre le système crédible, nous avons fait des études générales pour chacune des universités en visant un horizon de 20 000 étudiants. Donc, à terme, chacune des universités va avoir 20 000 étudiants. Mais on ne peut pas réaliser une université de 20 000 étudiants en une seule fois. On le réalise par tranche. Et quand vous prenez l'université de Mans, elle est faite pour environ 3 000 étudiants, mais il y en a eu 500 l'année dernière. Cette année, il y aura 1000 de plus. Donc, quand l'effectif va arriver à un seuil critique, on lance la deuxième tranche, mais sur la base d'un plan coordonné. D'accord. Alors, donc, pour chaque étudiant, pour chaque université, il y a un nombre d'étudiants, un certain quota qui est respecté. C'est cela. Alors, à vous écouter, on pourrait dire que la décentralisation des universités est une réussite. Ben, nous sommes en train d'y travailler. La réussite est au bout de l'effort, mais déjà un certain nombre d'acquis sont palpables. Quand vous allez à Mans, nous étions encore il y a 2 semaines avec le vice-président de l'Assemblée nationale qui a ouvert les journées de la rentrée universitaire. Ce sont des terres qui ont été cédées à l'État, moyennant le paiement des droits de purge. Nous les en remercions. Et quand ces mêmes populations viennent voir le site et découvrent qu'ils sont dans un amphithéâtre climatisé avec des remises de diplômes aux étudiants méritants, ça veut dire que le pays est en marche. Et c'est ce que nous comptons faire. Ça veut dire que vous travaillez bien aussi. Ça veut dire que nous sommes en train d'atteindre les objectifs. Alors, pourtant, à Mans, justement, qui a ouvert à minima, comme vous l'avez dit, jusqu'à présent, vous avez dit qu'il n'y a pas d'aire de sport. L'hébergement, vraiment, c'est très difficile. Et cela fait que les étudiants ont du mal vraiment à aller au cours, hein, parce que l'université est située au moins à 7 km de la ville. Alors, comment cela se fait-il? Et jusqu'à présent, vous n'avez pas encore ouvert la cuisine, la restauration. Je viens de vous dire que la restauration fonctionne. Donc, elle va ouvrir à l'occasion de cette rentrée universitaire. C'était en octobre. C'était en octobre. La rentrée va avoir lieu au mois de décembre. De décembre. Voilà. Alors, ce décalage, tout simplement parce que... Mais parce que ce sont des entreprises qui ont eu des marchés avant que nous soyons mises, avant l'avènement du PDU. Il y a un certain nombre de difficultés qui sont nées, que nous avons traitées et qui commencent à donner des résultats. Si vous prenez les hébergements, il y avait une entreprise en charge de réaliser environ 500 lits. Elle a été jugée défaillante, son marché a été résilié et nous l'avons remplacée par 2 entreprises beaucoup plus performantes, qui vont commencer les travaux incessamment. Donc, en fait, je veux dire, l'université de Mans, c'est vraiment très difficile pour vous.
Il n'y a pas d'université de Mans qui est difficile. Voilà, si l'université de Mans n'est pas difficile, n'est pas la seule université difficile, c'est Korogo, c'est difficile, à Daloa, c'est difficile. Je veux savoir comment vous allez vous en sortir, comment vous allez faire les choses. Vous voyez, madame, si vous prenez l'histoire de la Côte d'Ivoire dans les années 80, nous avons pu réaliser l'UNSTP et l'INSET. L'UNSTP, c'est 1500 étudiants. L'INSET, c'est 1500 étudiants. Alors, imaginez-vous, Mans, c'est 3000 étudiants. Il s'agit de réaliser l'UNSTP et l'INSET en une seule fois à Mans. C'est un gros défi. Donc, il faut y aller avec méthode, il faut y aller avec les ressources nécessaires. Et comme vous le savez, les besoins de l'État sont énormes. Et donc, dans le même temps où nous sollicitons l'État pour avoir des crédits, nous faisons en même temps le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds. Ah ben voilà, j'allais vous le dire, hein, parce que dans vos missions, vous êtes chargé de rechercher les financements publics pour la réalisation des travaux par tranche. Vous voyez qu'il y a un grand succès, puisque le Premier ministre vient d'annoncer la semaine dernière que les travaux vont commencer à Bondoukou, sur la base d'un financement de la Banque islamique de développement. Bon, il y a un grand succès, mais en même temps, on se rend compte que les universités, le nombre des étudiants est vraiment assez important. Et, par exemple, je parle sous votre contrôle, hein, l'université de Cocody, Félix Houphouët-Boigny, plus de 70 000 étudiants, c'est cela? À Bobo Adjamé, Nandio Aboua, 5 000 étudiants, avec ce nombre assez important. Alors, on veut savoir, il n'y a pas de toilettes, les étudiants marchent, ils grognent par moment. Comment vous faites-vous? Enfin, quelle réponse pouvez apporter à ces préoccupations qui urgent? Ben, effectivement, tout est urgent. Mais si vous y allez avec méthode, vous arrivez à circonscrire l'ensemble des problèmes, en faire un programme. Parce que le programme de décentralisation des universités, ce sont des chantiers en continu. Il ne s'agit pas de travailler une seule fois et de partir. Quand on a fini la tranche 1, qu'on la met en fonctionnement, on lance la tranche 2. Et au fur et à mesure, on constate les dysfonctionnements de la tranche 1, on les corrige et on progresse. Non. Vous ne pensez pas que la tâche est un peu trop énorme pour le P2I quand même? Parce que c'est vrai, la réhabilitation, la construction en même temps, on n'a même pas encore abordé la question des équipements des universités. C'est beaucoup de choses pour vous. Est-ce que ce n'est pas un rêve? Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas une illusion? Quand vous voyez les images qui défilent, ce n'est pas un rêve, nous sommes en train de réaliser le rêve. Et le rêve, il ne se réalise pas en se réveillant le matin. C'est vrai, mais le rêve... C'est chaque jour qu'il faut faire ce qu'il y a à faire pour que la chose devienne palpable. Oui, c'est vrai que le rêve ne se réalise pas en un coup de balai magique, mais en même temps aussi, il y a des bases qui peuvent être mises là et que les étudiants peuvent travailler dans de bonnes conditions. Le personnel administratif peut pouvoir travailler, les enseignants peuvent avoir des salles de classe, hein, des bureaux, des TD, des amphithéâtres. Mais je veux savoir, en même temps, vous êtes sur la question des réhabilitations, après vous êtes sur la construction, sur les équipements. Dites-nous. Nous ne nous occupons pas de réhabilitation. Vous ne vous sentez pas un peu éparpillé là? C'est pas trop pour vous? Il y a 5 universités dans le cadre de la première tranche, donc d'ici à 2020. Nous sommes en train d'y travailler. Encore une fois, il nous reste à lancer San Pedro. Sur l'ensemble des 5 universités que je viens de citer, Bondoukou est lancé, le Premier ministre l'a dit. San Pedro, le gouvernement va certainement faire une annonce dans ces prochains jours. Monsieur Dambélé, la question que je suis en train de vous poser là, vous lancez Korogo, enfin vous lancez Bondoukou, c'est cela? Vous n'avez même pas encore fini avec avec Korogo. Je viens de vous dire que ce sont des chantiers qui ne sont pas terminés. Oui, ce n'est pas terminé, mais en même temps, ce sont des sous-projets qu'on réalise au fur et à mesure. Mais il y a des travaux énormes à faire à Mans, à Korogo, à Daloa. Vous n'avez pas fini. Vous ouvrez Bondoukou, vous lancez les travaux de Bondoukou. Ce n'est pas parce que je veux qu'on ne lance pas. Non, ce n'est pas ça mon objectif. Mais en même temps, on veut comprendre. On veut offrir, nous tous d'ailleurs, offrir aux étudiants de meilleures conditions de travail. Donc, je veux comprendre. Expliquez-nous. Mais ce que j'explique, c'est que ce défi est là, il est devant tout le monde. Il faut s'en occuper et il faut s'en occuper avec méthode. La méthode que nous avons trouvée, c'est de faire une programmation générale avec une vision à long terme. Et à partir de la vision à long terme, on réalise des objectifs étape par étape. Donc aujourd'hui, si vous prenez Daloa, où il y a à peu près 6 000 étudiants, les infrastructures que nous faisons permettront d'accroître la capacité d'accueil des étudiants à Daloa. Parce qu'il y a des étudiants qui ont envie de se former dans le domaine de l'agroforesterie. D'accord. Alors, donc, juste le temps, on va y revenir, juste le temps pour nous de passer à un autre point assez important. Monsieur Dambélé, on va parler des équipements.
Okay. Vous savez que l'émergence et l'évolution numérique vont ensemble, n'est-ce pas? Alors, quelle est la situation dans nos universités? Alors, je peux vous donner le cas de Mans, où nous avons équipé l'université en matériel informatique, ça fonctionne. Nous sommes en train de commander les matériels scientifiques pour les laboratoires. Le laboratoire de langue est déjà installé, les laboratoires de physique et de chimie sont en cours d'installation. Donc, c'est un travail qui se fait de manière coordonnée. Maintenant, ce que je peux vous annoncer de plus, qui est tout à fait moderne aujourd'hui dans le monde de l'enseignement supérieur, c'est la possibilité offerte de donner des cours en ligne. Ça n'a pas vocation à se substituer aux enseignants, mais par contre, ça apporte une solution à des enseignements possibles. D'accord, ça c'est très important. On va y revenir tout de suite. Alors, mais avant, mesdames et messieurs, nous allons pour la réplique de la publicité, tout simplement. Le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable rappelle aux populations qu'il est formellement interdit, conformément à la réglementation en vigueur relative à la propreté des voies publiques et de leur emprise, de porter atteinte à la propreté des voies publiques, trottoirs, espaces verts, terrains vagues, caniveaux, en y jetant, déposant, abandonnant des objets mobiliers, déchets, emballages, pneus usagés ou véhicules. Ivoiriens, Ivoiriennes, population vivante en Côte d'Ivoire, gardons notre pays propre, sain, beau et protégeons notre environnement. Il y va de l'image de notre pays. Infoline 225 86 23 25 14. Sous l'égide des premiers ministres Amadou Gon Coulibaly et Paul Kabatieba, M. Amadou Koné, ministre des Transports de Côte d'Ivoire, et M. Souleymane Soulama, ministre des Transports et de la Mobilité du Burkina Faso, procéderont ce lundi 4 décembre 2017 à 9h à la gare Lagune de Sitaraï au Plateau au lancement des travaux de réhabilitation et de modernisation du chemin de fer Abidjan-Ouagadougou. Un cadre de vie est un bien précieux. Il est important de le respecter pour notre sécurité, notre bien-être et celui de nos concitoyens. Pour éviter tout désagrément, il est impératif de respecter les normes et lois en vigueur pour toute construction. Au mépris de ceux-ci, les contrevenants s'exposent à la démolition de leur construction. Pour construire en Côte d'Ivoire, le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme exhorte les populations à détenir un ACD, détenir un permis de construire, respecter le plan d'urbanisme et les prescriptions du permis de construire octroyé, respecter les règles d'urbanisme de la zone de construction, respecter les normes de construction. Pour un cadre de vie sécurisé et harmonieux, adoptons un comportement citoyen. Ceci est un message du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme. Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le gouvernement de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, organise la 3e campagne de distribution gratuite de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action sur tout le territoire national. Cette distribution se fera en 2 étapes. La première étape, le dénombrement, aura lieu en décembre 2017 dans les 2 régions sanitaires d'Abidjan, Dabou, Grand Laou, Jacquesville, Anyama, Yopougon, Abobo, Cocody-Bingerville, Koumassi, Port-Bouévridi, Marcory-Trècheville, Adjamé-Plateau, Atekoubé. Au cours de cette campagne, des agents mandatés passeront dans les ménages du 1er au 10 décembre 2017 pour enregistrer les ménages afin de leur permettre de recevoir les moustiquaires. Chers parents, réservez-leur un bon accueil. Unis, nous vaincrons le paludisme. Ceci est un message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Infoline 22 40 97 27. Ma soeur, où vas-tu si pressée? Mon mari a découvert une nouvelle pâte tomate là. Il en parle tout le temps. Ma chérie, c'est Alissa tomate. Alissa? Ah! Le double concentré de tomates Alissa, fait à base des meilleures tomates naturelles sélectionnées pour leur goût et leur qualité. La tomate Alissa se conserve très bien et ne noircit pas. On voit l'équipe qui va évoluer en 4-4-2. C'est de ça que je te parlais. Alissa, le goût parfait. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie.
Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. Nous sommes de retour sur le plateau de Matin Bonheur et vous êtes, mesdames et messieurs, dans Instant Vérité. Nous recevions pour vous M. Dambélé Maki, coordonnateur du PDU, le programme de décentralisation des universités. Et nous parlions effectivement de la décentralisation des universités. Nous étions sur une question assez importante. Il s'agit des équipements en fibre optique pour avoir l'Internet et tout cela afin de faire des cours de façon parallèle en vidéoconférence. Alors, nous avons entendu, et vous le savez, que sur les universités, il y aurait eu des problèmes en ce qui concerne les installations, je vais dire, d'Internet. C'était vraiment très difficile. Je crois que tout a été arrêté. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Ce qu'il faut dire sur ce sujet, c'est que l'État a investi dans un système d'interconnexion des universités qui est tout à fait respectable, avec un système à redondance. Il y a un data center qui est à Cocody et il y a sa réplique qui se trouve à Yamoussoukro. Donc quand le système est en panne à Abidjan, il continue de fonctionner parce que le système de Yamoussoukro prend le relais. Ce système n'a pas pu fonctionner jusqu'au bout parce que des factures du fournisseur d'accès n'ont pas été payées. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de regarder ces dispositions avec le ministère de tutelle Dambélé, pour régler vous nous donnez une la information dette. importante. Ces factures n'ont pas été payées. Qui devait payer ces factures? Ça relève de la communauté universitaire. Donc ce sont des budgets qui n'ont pas été mis en place et aujourd'hui nous avons la certitude que ces choses vont être réglées. Les budgets n'ont pas été mis en place ou encore les budgets ont été détournés? Nos budgets ne sont pas détournés. Un budget, c'est une programmation. Après, il y a la trésorerie qui suit. On ne peut pas comprendre pour un projet d'envergure tel que la réhabilitation des infrastructures, l'équipement et tout cela, qu'on ne mette pas ce budget-là. C'est important. L'équipement existe. Il s'agit maintenant du fonctionnement. Oui. C'est dans le fonctionnement qu'il y a eu défaillance et nous sommes en train de travailler sur le fonctionnement. Mais normalement, ça doit prendre cela en compte. Mais c'est ce que nous faisons. Ouais. C'est ce que nous faisons. Il s'agit de la vie des universités avec ses hauts et ses bas. C'est ce que nous faisons, nous avons posé le problème. C'est ce que vous faites, mais dites-moi, c'est à quand, je vais dire, cette réinstallation, mais cette remise en marche du système? Je peux vous dire qu'un contrat a été signé avec le fournisseur d'accès. Quand? Il y a la semaine dernière, qui a été signé avec le fournisseur d'accès, je ne vais pas le citer, et ils sont en train de prendre les mesures justement pour remettre en place ce système. Quand? Mais vous savez, si on veut remettre en place, sera fonctionnel. Pour remettre le système en place, il faut faire un diagnostic des équipements. Il y a un certain nombre d'équipements qui sont dépassés, et qui a fait l'objet d'un diagnostic de l'ANSUT, donc qui demande un réinvestissement. Pour vous voyez, que le système vous fonctionne. revenez à ce que je disais tantôt, qu'il est vraiment très difficile de s'en sortir avec tout ce que vous avez. C'est pas parce que c'est difficile qu'on n'a pas à le faire. Non, vous devez le faire, mais je veux dire... Nous sommes en train de le faire, madame. Voilà. Est-ce que vous avez proposé au gouvernement, je vais dire, des solutions beaucoup plus concrètes, plus pratiques, pour alléger votre tâche? Non seulement les propositions sont concrètes, nous sommes actuellement en discussion avec un bailleur de fonds qui va prendre en charge l'ensemble de ce dispositif en apportant des capitaux nouveaux, non seulement, mais en apportant de la technologie nouvelle. Je vous donne l'information qu'il y a une ligne Internet qui doit être créée, qui doit relier l'ensemble des universités africaines avec la capacité pour chacune d'elles de participer très peu au financement. Parce que l'ensemble du système est pris en charge. Mais d'abord, il faut que la Côte d'Ivoire ait aussi... la Côte d'Ivoire a ce qu'on appelle le RITER. D'accord. Le réseau interne, etc. Voilà, qui fonctionne, mais faute de paiement des factures du fournisseur d'accès, la ligne a été, comme on dit, coupée. Coupée. Alors, donc, je maintiens l'idée selon laquelle peut-être que vous décentralisez les universités, mais au niveau du PDU, on a besoin vraiment de décentralisation. Hein? On a besoin d'une déconcentration, pour éviter qu'il y ait des chevauchements entre la réhabilitation, la construction, les équipements et tout cela, c'est trop compliqué. À la date d'aujourd'hui, le PDU est uniquement installé sur Abidjan. À l'occasion de l'annonce du président le Premier ministre sur l'université de Bondoukou, que vous voyez passer sur les images, nous allons installer une équipe à demeure à Bondoukou, parce que c'est très important. Dans un deuxième temps, nous allons installer une équipe à San Pedro. Et il y aura une équipe mobile qui sera installée à Boaké pour superviser ce qui se passe à Korogo et à Daloa.
D'accord. Alors vraiment, c'est un grand défi. C'est un grand défi. Est-ce que ce n'est pas un rêve? Pour en revenir à une question que j'ai posée à l'instant, est-ce que ce n'est pas, j'ai pas envie de dire que c'est une illusion, mais vraiment, est-ce que c'est réel tout ça? Est-ce que ça va se faire vraiment? C'est réel parce que quand vous voyez qu'il y a 3 ans, à Mans, on était sur un terrain nu et qu'aujourd'hui, il y a une université qui fonctionne, quand vous voyez les images qui défilent où on a la programmation des universités avec l'horizon d'atteindre 20 000 étudiants et que le Premier ministre vient d'annoncer la première tranche qui va se faire sur le financement de la Banque islamique de développement, ça veut dire que le rêve est en train de se réaliser. Vous savez, le développement, ce n'est pas la course de vitesse. Un autre aspect qu'il faut souligner dans ce programme, l'ensemble des sites que vous voyez sont conçus par des architectes ivoiriens qui, bien sûr, se sont renforcés avec des cabinets étrangers et qui se sont mis en groupement pour pouvoir faire ce genre d'études. D'accord. Vous venez de dire un mot qui est très important. Le développement, ce n'est pas une course de vitesse. Une course de vitesse, pardon. C'est vrai. Mais en même temps, vous convenez avec moi que 100 000 nouveaux bacheliers sortent chaque année de nos écoles et frappent aux portes des universités privées et publiques. Voilà. Maintenant, ce qui concerne le public, vous voyez la tâche qui est immense. C'est-à-dire que c'est vrai que ce n'est pas une course de vitesse, mais en même temps, il y a une demande forte. Il y a une offre qui ma foi, n'est pas conséquente. Si vous voyez, madame, vous faites le voilà le problème. Et aujourd'hui, les étudiants commencent à grogner. On fait des grèves partout. On fait comment? Nous avons fait le tour de la question en Afrique. Non, on parle de la Côte d'Ivoire. Non, on parle de la même problématique. Si vous allez en Europe, aux États-Unis, c'est la même problématique. Ici, on a encore la chance que le privé s'intéresse de plus en plus. Vous avez vu que les universités privées se développent. Et Madame le ministre de l'Enseignement supérieur a mis en place pour la première fois un département chargé de la qualité pour s'assurer que les étudiants ivoiriens qui vont dans le privé sont accueillis dans les meilleures conditions, autant dans le privé que dans le public. Il reste au public à faire sa part. Et cette part, c'est ce que nous mettons en œuvre. Ne comptez pas sur le privé. C'est vrai que le privé va offrir des enseignements de qualité, une formation de qualité aux étudiants. Mais la question des frais, ces universités privées, on les paye. Avec quel argent? Est-ce que les populations aujourd'hui, quelles sont les familles? Citez-moi 2, 3 familles, je vais dire sur 100, qui peuvent s'offrir le luxe d'envoyer leurs enfants dans une université privée. Et vous savez que le gouvernement ça, c'est pas un argument, monsieur Dambélé. Vous savez que le gouvernement accorde des subventions aux universités privées qui acceptent les étudiants qui lui sont envoyés. Non, mais les parents doivent payer une partie. Les parents payent une partie, mais vous voyez que les universités privées ne sont pas vides. Ça veut dire que les parents sont conscients de la qualité. Non, les Ivoiriens ont l'argent. Ils sont conscients de la qualité qu'il faut offrir pour la formation de leurs enfants. Non, on est conscient de la qualité, c'est vrai. La qualité. Moi, je parle du pouvoir. Dans le même temps, financier. L'État doit faire l'effort pour réaliser les investissements à moindre frais pour que les étudiants puissent y accéder. Donc, l'État doit faire l'effort. Sur l'étendue du territoire. Parce que vous savez, un étudiant qui vient faire ses études à Abidjan, avec les conditions d'accueil à l'université de Cocody, les conditions sont difficiles. Ça, c'est connu. Donc, permettre à un étudiant aujourd'hui de faire ses études à San Pedro, à Mans ou à Korogo, c'est lui donner le plus de chances possible d'arriver au bout, dans de très bonnes conditions. D'accord. Donc, monsieur Dambélé... C'est l'égalité des chances pour l'ensemble des jeunes Ivoiriens sur l'ensemble du territoire. Alors, monsieur Dambélé, merci. Nous sommes pratiquement à la fin de ce petit débat. Merci d'être venu sur le plateau de Instant Vérité, nous apporter ces éclairages sur la politique de décentralisation des universités publiques entreprises par le gouvernement à travers le PDU. Merci d'être venu, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi Instant Vérité, mais ne partez pas. Matin Bonheur se poursuit. Merci. Merci. Matin Bonheur se poursuit. Gabriel Zani, c'est un plaisir de vous retrouver avec votre pugnacité. Merci également à votre invité qui s'est prêté au jeu des questions. On va faire un tour du côté de la circulation pour avoir le point, donc le point route. Oui, le point route. Une seule escale prévue aujourd'hui. Vous avez la clé quand même oui, quand même. Allez, démarrez. On y va. Attention, rendez-vous au premier virage. Nous sommes sur le boulevard Lagunaire qui se réveille avec les salades d'eau douce qui marquent que l'année finit. Soit dit en passant, est-ce que vous savez que les salades d'eau douce, là, c'est comme ça qu'on découvrait
dans les années, il y a des siècles que l'année est finie. C'est comme ça que nos parents... Quand elles envahissent... Oui, quand ça vient comme ça, c'est que c'est irrémédiablement, c'est la fin de l'année. C'est comme ça qu'avant, on savait... On se disait que c'est la fin d'année. Mais cela dit, il faut prendre des mesures, hein, je pense, pour débarrasser notre belle lagune ébriée de ces salades d'eau douce parce que déjà, c'est pas très beau à voir. Côté odorat non plus, en passant, ça sent pas très bon. Et puis, vu qu'il y a énormément de trafic maintenant sur la lagune avec des bateaux-bus qui transportent les populations, etc., je pense pas que ce soit très safe. Donc, il faudrait s'en occuper incessamment. C'est en plein... on est en train d'arranger cet endroit. Peut-être qu'ils vont penser forcément à ça. Oui. C'est la fameuse baie... Oui, c'est ça. Qui sera vraiment transformée dans quelques temps. Hein. Ça va donner... Je pourrais vous emmener là-bas pour des balades, tout ça, avec nos enfants, tout ça. Pourquoi vous riez quand je parle d'enfants? Non, mais parce que ça fait plaisir et j'imagine beaucoup de choses. Oui, vous imaginez beaucoup de choses. Ok, c'est bien d'imaginer. Merci à vous. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui démarre à Abidjan une importante réunion dédiée à la lutte et à la prévention par rapport au sida. Vous savez que c'est depuis le 1er décembre, c'est la journée internationale de lutte contre le sida. C'est ICASA 2017 qui revient donc à Abidjan 20 ans après. Il est exactement 7h15. Un reportage. Vous êtes toujours à Matin Bonheur. L'émission Respire encore. 20 secondes, pas une de plus, et une règle simple, ne pas se faire attraper. Dans cette version extrême du jeu du chat, 2 athlètes se courent après dans un espace clos où tous les sauts sont permis. Si l'on se fait attraper en moins de 20 secondes, c'est perdu et le poursuiveur devient la nouvelle cible. Le concept est vieux comme le monde, mais cette version remise au goût du jour a été imaginée il y a 2 ans par ce Britannique qui souhaitait mettre un peu de piment dans les après-midi passés avec son fils. On a décidé de mettre des obstacles dans le jardin. On a utilisé une poubelle, des chaises, un banc, tout un tas de trucs. Plus on en faisait et plus il y avait d'obstacles, de plus en plus durs à franchir. À ce petit jeu, les Français ne sont pas en reste. Valentin fait partie de Blacklist, la première équipe étrangère à participer à une compétition de World Chess Tag, comme on le nomme outre-Manche. Cet athlète est un habitué du parcours, un sport qui combine saut et figure acrobatique dans un milieu urbain et popularisé il y a une quinzaine d'années par les célèbres Yamakasi. C'est l'aspect compétitif de cette nouvelle discipline qui l'a séduit. Quand tu t'évades, tu dois courir et faire croire à quelqu'un que tu vas quelque part et changer de direction, etc. Et en plus, tu dois tout le temps savoir où est-ce qu'il est. C'est-à-dire que pendant que tu vas quelque part, il faut que tu regardes quand même où est-ce qu'il est. Donc il faut que tu sois super conscient de l'environnement dans lequel tu évolues. Réunies à Londres pour la 2e compétition consacrée à ce nouveau sport, 6 équipes de 4 joueurs se sont affrontées au cours d'un tournoi. Pour remporter la partie, il faut totaliser plus de captures que l'équipe adverse. Et même s'ils n'ont pas atteint la finale, c'est avant tout pour s'amuser et se tester que les Français ont fait le déplacement. On a été super intéressés forcément, ça faisait appel à notre côté un peu enfantin, on va dire. Jouer à chat, c'est un jeu que tout le monde a pratiqué. Et là, c'est un jeu qui est placé à un niveau athlétique. Si le chess tag n'en est qu'à ses débuts, son créateur espère à l'avenir organiser des compétitions à l'étranger. Les États-Unis, Taïwan ou encore la Chine se sont déjà montrés intéressés. Wow. Mea maxima culpa, mesdames et messieurs, notre invité avec qui nous devions évoquer un magnifique thème très cher à Eva sur le champignon, n'est pas là, la culture du champignon. Un magnifique thème. Eva tenait franchement à ce thème-là. Malheureusement, l'invité n'est pas venu à cause de soucis sur le trafic routier, mais voilà, rassurez-vous, on reviendra là-dessus. Oui, bien sûr, on reviendra sur ce thème sûrement la semaine prochaine. Il sera remis à l'heure du jour où, en tout cas selon les bonnes conclusions de Kadi Fadiga, donc notre rédactrice en chef. On va d'ailleurs s'arrêter là, hein, Marco. Merci, on a été très heureux d'être en votre compagnie et vive le champignon. Merci d'être resté avec nous. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine. Réalisation Christelle Akoussa, rédaction en chef Kadi Fadiga, qui est elle aussi folle de champignons.